Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une télévision, une future banque d'investissement et de développement et un projet de force armée conjointe. Voilà les annonces à l'issue du deuxième sommet des chefs d'État de l'AES qui s'est achevé mardi à Bamako. Le Parlement algérien adopte une loi qualifiant la colonisation française de crime d'État. Un projet de loi qui réclame notamment des excuses officielles de la France. De son côté, Paris déplore une initiative hostile. On fera le point dans cette édition. Enfin, nous vous ferons découvrir les saveurs de Noël de Dakar. Nos correspondants ont suivi la chef Aïda Gueye dans ses derniers préparatifs pour le réveillon. Et on ouvre ce journal avec le deuxième sommet des chefs d'État de l'AES qui s'est achevé mardi à Bamako. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani ont inauguré le siège de la future télévision AES. Ils ont également lancé une banque d'investissement et de développement de l'AES. Sur le plan sécuritaire, la création du commandement unifié des forces de l'Alliance, une force armée conjointe pour lutter contre les groupes djihadistes, a été annoncée. On écoute maintenant le président malien Assimi Goïta à ce propos. Depuis la consécration de la création de la Confédération le 6 juillet 2024 à Niamey, et aussitôt les différents ministres de la Défense et des chefs d'état-major généraux se sont mis à la tâche. D'abord, en un premier temps, il y a eu la mise en place des officiers de liaison dans les différents pays afin de coordonner les différentes opérations. Ensuite, il y a une phase de montée en puissance pour aboutir à la force unifiée. Il y a eu des exercices tactiques à Niamey, et en plus des États du Sahel, le Togo et le Tchad aussi ont participé. Autre titre de ce journal, le Parlement algérien valide la loi de la criminalisation de la colonisation française. Ce projet de loi réclame des excuses officielles de la France pour les crimes commis durant la période coloniale qui s'étend de 1830 à 1962. Regardez. Nous avons la volonté politique de condamner la colonisation française pour les crimes indescriptibles commis contre le peuple algérien pendant l'occupation de notre pays et de dire à la France et à l'État français d'assumer la responsabilité juridique de ces crimes. Nous demanderons des réparations dans le futur pour les ressources qui ont été volées et pillées à l'Algérie. Et on ouvre notre page élection du week-end en Centrafrique où aura lieu pour la première fois dimanche un quadruple scrutin inédit, présidentiel, législative, régionale et municipale. Dans un pays où la radio reste essentielle, certaines stations se mobilisent pour informer les électeurs. C'est le cas de Radio Ndekeluka, l'une des stations les plus écoutées du pays. Le reportage à Bangui de nos correspondants Cyril Jefferson Yapende et Jospin Bissi. Radio Ndekeluka existe depuis 25 ans et à chaque élection, elle joue un rôle éducatif. Jefferson Zigaraba, animateur vedette, débat ici du mode du scrutin. Ce qui va se passer surtout le jour, vous vous présentez à l'entrée à un premier assesseur. Parce qu'il va avoir 4 assesseurs. Plus le président. Plus le président. Et dans l'isoloir, c'est là où vous êtes face à votre destin. Cette radio est écoutée par 63% de la population de plus de 15 ans et toutes les semaines par plus de 80% de la population. Les conférences de rédaction sont animées. Le rédacteur en chef s'assure de couvrir au mieux la campagne électorale. Nous avons un rôle important à jouer dans ce processus. Nous avons fait un travail assez costaud, je peux le dire comme ça. Nous commençons par notre réseau de correspondants, puisque nous avons un réseau d'une 50aine de correspondants répartis sur l'ensemble du pays pour permettre aux journalistes de bien couvrir ces élections. La presse locale est aussi là pour comprendre les enjeux de ce scrutin. Mais rares sont des médias indépendants. Les journalistes espèrent que le paysage évoluera après ces élections. Aujourd'hui, le défi de la crédibilité et même de la transparence, de l'indépendance même de l'information que donnent ces médias pose avec beaucoup d'acuité. Cela est lié au mode économique des médias. D'autres médias ont un peu, et ces médias qui n'en ont pas, c'est beaucoup plus de la précarité, la paupérisation, et ça laisse à désirer sur la qualité de l'information qu'ils donnent
à la population. En 2025, la République centrafricaine occupe la 72e place sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Autre élection ce dimanche, la présidentielle en Guinée. Les observateurs électoraux de la CEDEAO et de l'Union africaine sont arrivés mardi à Conakry. Ils se sont entretenus avec les responsables de la direction en charge des élections et notamment sa directrice, Djenabou Touré, qui fait un point de leurs échanges au micro de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Par exemple, ne doivent pas rentrer dans un bureau de vote, poser des questions aux membres des bureaux de vote sur les candidats. Ils sont interdits. Ils peuvent s'informer si les délégués des candidats sont dans la salle. Mais ils ne peuvent pas aller dans le sens à poser des questions. Ils ne doivent pas s'immiscer dans le déroulé du vote dans un bureau de vote. Ils ne doivent pas s'immiscer également dans le dépouillement. Ils sont là, ils observent. Parce que par le passé, la Guinée a connu des observateurs à Matoto, vous vous souviendrez, qui se sont immixés dans la centralisation et ça a fait beaucoup de problèmes. Enfin, en Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour les élections législatives bat son plein alors que 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 27 décembre. Notre correspondante Julia Guggenheim nous emmène dans la commune du Plateau, épicentre financier et politique du pays qui devrait être le théâtre d'un âpre duel entre le PDCI et le RHDP. Regardez. À quelques jours des élections législatives, il s'est offert un véritable bain de foule. Jacques Ewo, maire et député depuis 2016 de la commune du Plateau, est ici en terrain conquis. On vient le samedi, on va venir vous voter massivement. Vous vous démêler à la tête de la commune du Plateau. Merci. Parmi les 13 circonscriptions que compte Abidjan, seulement 4 sont détenues par l'opposition. Le Plateau n'est pas la plus grande, mais celle qui a donné à Abidjan son surnom de Manhattan d'Afrique est certainement l'une des plus emblématiques. Lorsque vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous parlez d'Abidjan, on parle du Plateau. Voilà, c'est le centre économique et tout. Donc cette symbolique-là, pour nous, est importante. Pourquoi ? Parce que le PDCI est là. Dans le district d'Abidjan, on veut conserver nos bastions, parce que justement, ces populations-là, on veut les amener à sortir massivement, à ne pas se dire que c'est gagné d'avance, mais plutôt à se dire qu'il faut être vigilant, il faut être concentré. Ouattara Draman, l'éternel adversaire du RHDP, n'hésite pas à tacler le député maire sur le cumul de ses mandats, mais surtout, il mise sur la récente victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle pour l'emporter. Le RHDP, en octobre, avait obtenu 21 000 voix dans la commune du Plateau. C'est plus que le nombre d'électeurs qui avaient accordé leur confiance au PDCI lors des précédentes élections locales. Au Cameroun, cela fait 2 mois jour pour jour que l'opposant Djekam Tchameni a été arrêté à son domicile. Depuis, cet activiste proche d'Issa Chiroma Bakari est en détention. Inculpé de menaces contre la sûreté de l'État, appel à l'insurrection, aux rébellions et troubles à l'ordre public. Son épouse a tenu une conférence de presse ce mercredi. On l'écoute au micro de notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Depuis que nous avons soulevé ce problème de sa santé, la prison a essayé de le mettre dans une meilleure condition parce qu'il n'était pas dans les bonnes conditions. De ne pas savoir quand vous allez sortir d'une prison parce qu'on parle de quelque chose de renouvelable. Mais s'il a commis un crime, pourquoi il n'est pas condamné à une terme fixe? Quelle est cette ambiguïté qui plane sur son incarcération? Allez, c'est le moment de vous rappeler les résultats du jour de la Coupe d'Afrique des Nations. On jouait dans le groupe E où l'Algérie a réussi son entrée. Un succès net 3-0 contre le Soudan grâce à un doublé de Riyad Mahrez. Dans l'autre match du groupe, le Burkina Faso a renversé la Guinée équatoriale. Mené 1-0 jusqu'à la 90e minute. Les étalons ont marqué 2 buts en 2 minutes grâce à Minungu et Tapsoba. Enfin, dans le groupe F, la Côte d'Ivoire, championne en titre, s'est imposée 1-0 contre le Mozambique.
Au Sénégal, pays à très forte majorité musulmane, le réveillon de Noël n'est pas forcément associé à une tradition culinaire particulière, une liberté qui inspire certains chefs à réinventer les plats de fête. C'est le cas de Aïda Gueye, chef franco-sénégalaise qui met à l'honneur des saveurs locales dans une cuisine métissée. Et à quelques heures du réveillon, Aminatou Diallo et Sarah Sako, nos correspondantes, sont allées avec elle derrière les fourneaux découvrir ce qu'elle mijotait. Regardez ce reportage. Épicé façon dibi, du nom des brochettes de rue cuites au feu de bois, très populaire au Sénégal, ce bœuf est le plat signature de la chef franco-sénégalaise Aïda Gueye. C'est du bœuf dibi fumé, revisité. Donc en fait, la base de la recette, c'est un pot-au-feu. Donc on cuit de la poitrine de bœuf pendant des heures entières et après on effiloche le bœuf et on le fait fumer. Fondant, le bœuf se décline en boulettes panées. À la carte également, des cookies chocolat blanc et moringa, une plante locale riche en vitamines. Le gombo, lui, devient pickles et apporte une touche de croquant et d'acidulé. Le concept à la base, c'était en fait de travailler avec les ingrédients du Sénégal, de ne pas prétendre de revisiter les plats sénégalais. Il y a des petites dames qui sont à tous les coins de rue et qui font des super tchèbes, des super yassa et tout ça. Mais c'était de décomposer les ingrédients qu'elles utilisent dans les plats, de faire découvrir les ingrédients d'une manière complètement différente. Une philosophie que la chef décline depuis 4 ans et qu'elle propose aussi pour ce réveillon. En salé, on a des petits fataya yassa à l'orange et aux olives vertes. Et après, on a notre houmous de patates douces que vous avez, je pense, déjà goûté avec pickles sur du pain manaïch. Et en option sucrée, on a des petits cookies moringa chocolat blanc et une petite mousse fruit de la passion. Bonne dégustation. J'ai beaucoup aimé le mix de tous les produits de la mer, de la terre. Et ça apporte beaucoup de saveurs en bouche. J'ai beaucoup adoré. C'est très bon. 10 sur 10. Une créativité ancrée dans la tradition qui séduit de plus en plus de chefs au Sénégal. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toutes les équipes du Journal de l'Afrique vous souhaitent un excellent et un joyeux Noël. Restez sur France 24 car l'information continue.